Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier épisode des podcasts de Wall Street Asso. On est ici pour parler de la culture urbaine dans la région et de plein d'autres choses. D'ailleurs, on va pas se limiter. Aujourd'hui, pour le premier épisode, on ne pouvait pas inviter personne d'autre que notre parrain, mon mentor, je dirais, c'est Monsieur Ernesto Novo, qui est le premier invité. Salut Coucou, Ernesto, bonjour, salut Autom. c'est parti. Ernesto, tu es le premier invité de ce podcast. C'est une tentative, on va voir ce que ça donne, mais je pense que pour une première fois, pour un premier épisode, je voyais personne d'autre que toi, tout simplement parce que tu regroupes plein de choses que j'admire et que j'apprécie chez un artiste. Et c'est évidemment dans un premier temps, ça va être ton art en lui-même, et que j'ai découvert il y a 10 ans, il me semble, en 2015. T'es venu à Nice pour Vong, il me semble. Enfin, c'était pour un événement qui s'appelait Urban Pixel à l'époque. Ouais. Et donc t'étais venu, j'avais fait ta rencontre à ce moment-là. Je me souviens plus quand est-ce qu'on s'est revu après, honnêtement. Mais pour la seconde fois, mais ça m'avait déjà marqué à l'époque que t'étais arrivé. Et je savais pas que t'étais niçois. Et c'est au fur et à mesure, on a commencé à se reparler. Alors peut-être que tu t'en souviendras mieux que moi. Moi, je m'en souviens plus de comment on en est venu à vraiment devenir pote. Mais en tout cas, tu m'as ouvert une autre vision de ce que pouvait être le street art et plus largement de ce que pouvait être la peinture et l'art. Et c'est pour ça que tu es invité aujourd'hui, parce que tu es quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré et j'ai envie d'en savoir un petit peu plus et je pense que ça peut intéresser les gens. Merci, merci. Moi je m'appelle Ernesto Novo, j'ai 60 ans et comme tu dis souvent, je suis le plus parisien des Niçois. C'est vrai, je suis parti en 85 de Nice, après avoir fait la Villa Thiol en prépa et les Arts Déco, la Villa Arson à Nice, et j'ai fait ma spécialisation à Strasbourg. Moi j'ai grandi ici à l'Ariane. Ma famille est originaire du Vietnam et on est venu ici avec 11 enfants, ma grand-mère, et on a passé 20 ans au quartier. Mes premières émois et mes premières motivations, ça a été les arts martiaux. J'ai fait un peu de natation, j'ai fait de la boxe anglaise à la salle Lérite juste à côté. Et j'ai découvert grâce à Claude Jurka, que je remercie beaucoup parce qu'il m'a appris le respect et l'apprentissage. Et ça, c'était important pour nous, jeunes des banlieues, qui étions plein d'énergie mal canalisée. Il m'a appris le respect à, à coups de pompe et de punitions bienveillantes. Et à l'ancienne, et aujourd'hui, les 8e dan, c'est quelqu'un qui a lancé le taekwondo bien avant les Jeux Olympiques. Donc il m'a pris sous son aile, il a cru en moi et j'étais pas très fort en kata, en pumse, comme on disait en coréen. J'étais plus fort en compète parce que j'avais une énergie explosive que j'avais besoin de canaliser. Et je trouve que les arts martiaux, un sport de combat individuel, parce que j'étais pas trop sport collectif comme le handball ou le foot, c'était beaucoup foot dans mon entourage. J'ai fait de la compète, j'ai été champion de France en moins de 64 kilos et champion de ligue, champion départemental, mais ça c'était à bien longtemps. Et puis je dessinais, j'avais toujours depuis tout petit. En fait, ce qui me préoccupe des fois et qui m'énerve, c'est que tous les artistes qui sont interviewés, ils disent moi je dessine depuis que je suis petit. Ouais, mais moi vraiment je dessinais, hein. J'avais pas le choix, on n'avait pas d'argent, donc c'était des petits bouts de papier qu'on récupérait et un stylo, et c'était la façon à mes grandes sœurs qui nous gardaient la plus économique et la moins anxiogène pour eux de nous faire dessiner. Donc moi je dessinais et à un moment même ils me prenaient pour un autiste en internat, parce que j'ai fait beaucoup d'internats, Saint-Étienne-de-Tinée, Breil-sur-Roya, le parc pour ceux qui connaissent, voilà. Moi mon échappatoire et mon refuge c'était le dessin, parce que voilà c'est
Donc, Donc là, t'as quel âge quand tu... oh, j'avais 15 ans, 15 ans, je continue à dessiner. Mais tu Donc, dessinais déjà quand t'étais plus jeune. ah oui, oui, Tes sœurs te faisaient dessiner. plus jeune, je dessinais, je fais des croquis. Et en parallèle du taekwondo ensuite en grandissant. Voilà, et après, j'ai fait du taekwondo et je continue à dessiner. À un moment, même, je me suis posé la question d'aller, comme mes potes, vers les arts martiaux et le taekwondo et en faire une profession. Eux, ils ont ouvert des salles, qu'ils ont toujours. Grand bonjour au frère Miloul. Champion du monde, champion olympique, grand bonjour à Christophe Pina, champion du monde de karaté, etc. Donc on était avec l'élite nationale, parce que c'est un gros vivier, que ce soit en natation ou en arts martiaux ou en triathlon, Nice et PACA, c'est un gros vivier de sportifs, parce qu'il fait bon et que c'est dans leur ADN. Donc fort de cet entourage, j'ai été très boosté. Et quand je suis rentré à la Villa Thiol, à un moment, avec les devoirs, les rendus et tout, il fallait que j'allais de moins en moins à l'entraînement. Du coup, il fallait qu'à un moment, je coupe. Et j'ai coupé, mais pour mettre toute cette énergie de la salle, du tatami, sur mes feuilles. Donc voilà, à un moment, j'ai coupé et j'ai fait la Villa Thiol. J'ai été accepté à la Villa Thiol parce qu'à l'époque, je bossais dans une usine de ferraillage à la Trinité. Donc ma sœur m'a dit, écoute, tu as quelque chose dans les mains, essaye de te présenter. Il y a une école gratuite qui permet d'avoir le niveau du bac artistique pour entrer aux Arts Déco. Donc j'ai fait 2 ans à la Villa Thiol, j'ai découvert le format raisin qui est 50-65, j'ai découvert les cours de nu, j'ai découvert l'histoire de l'art que je ne connaissais pas. On est à quelle période? On est en 80, entre 80 et 85. Là, c'était la Villa Thiol. Donc là, t'as quel âge quand t'arrives à la Villa Thiol? J'avais 17 ans. 17 ans, ouais, 17 ans, j'étais 17-18 ans. Alors, du coup, quand tu décides de passer à la Villa Thiol, donc tu faisais des petits boulots. À côté, tu avais donc l'internat, tout ça, les petits boulots. Juste avant ça, c'est quoi un peu tes premiers émois, le truc qui te fait dire que t'aimes le dessin plus que tes frères et sœurs, plus que tes potes? Est-ce que tu te souviens d'une première inspiration, d'un dessin animé, d'une BD Moi, c'est des expos où j'ai eu des révélations. C'est le regard des autres parce que quand on est enfant de cité, mal habillé et racisé, on a besoin d'attirer l'attention sur soi. Certains, c'est la musique, le sport. Et c'est vrai, hein, c'est pas de l'ego trip, mais on a envie que les gens nous regardent. Et moi, ma façon de charmer les gens, c'était aussi de dessiner. Alors, c'était sur des t-shirts, c'était sur des blousons. C'était sur la peau des gens qui après se faisaient tatouer ce que je dessinais. C'était pas l'époque des murs à l'époque, c'était sur des voitures un peu cassées pour voilà. Donc il n'y avait pas le graffiti à l'époque. J'allais te demander ça justement, vu que t'es, comme tu dis, t'arrives dans les années 80-85, c'est aussi l'émergence du hip-hop. Après, c'est aujourd'hui quelque chose qui est souvent romancé et raconté, l'arrivée du hip-hop avec des choses d'énormes, mais j'imagine qu'au fin fond du quartier de l'Ariane, à Nice, en 80-85, c'est pas encore là en fait. Non. Donc est-ce que toi tu as des souvenirs, est-ce que ça t'a inspiré l'arrivée du hip-hop et cette relation quoi? Mes premiers 45 tours, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de CD, encore moins internet, c'était Sugar Hill Gang, c'était voilà, en hip-hop. Sinon, on écoutait beaucoup de funk, du James Brown, de funk afro-américaine, quoi. Bon, de toute façon, après, on en reparlera plus en détail. C'est ça, mais oui, l'univers de graffiti, c'est des bouquins qu'on avait achetés comme c'était Rocksteady Crew, je sais plus, c'était des gros comme ça bouquins, je sais plus, c'était Subway Art, peut-être? Ouais, Subway Art. Donc, on regardait ça vraiment de loin parce que nous, déjà, on peignait pas sur les murs. On savait même pas ce que c'était une bombe, tu vois. Nous, on était sur des supports toile, papier. Voilà, quoi. Après, l'émergence du graffiti, moi, je suis passé à côté parce que j'étais en école d'art et que j'apprenais vraiment le dessin académique. Donc, voilà. Donc, du coup, on retourne à la Villa Thiol et là donc tu fais la Villa Thiol. 2 ans.
2 ans, et ensuite tu sens que tu es prêt pour le concours pour les arts déco, c'est ça? D'accord. Non, Donc, enfin, oui, non, mais tu as raison. C'est que au bout de 2 ans d'école de préparation à la Villa Tholles, c'est une école encore très familiale, bienveillante et qui ont su me donner une chance parce que j'avais un niveau, je gribouillais. J'avais jamais peint en grand. La peinture, c'était quelque chose que je rajoutais en plus, mais ils ont vu que j'avais envie d'apprendre. Et c'est ça qui les a charmés. Ils me l'ont dit après, ils m'ont dit, on voyait que tu étais comme une éponge et que sans nous vampiriser, tu étais sur nous pour apprendre parce que tu avais du temps à rattraper par rapport à des enfants qui étaient fils d'architectes ou de déco. Tu découvrais les professions des parents après. Moi, mes parents, ma mère, elle est analphabète, elle est vietnamienne. Elle travaillait pas et mon père, il était ouvrier, il poussait les caddies à Cap 3000. Donc, c'est une faiblesse et en même temps, ça peut être une force, ça, de vouloir rattraper ce que tu n'as pas eu par le biais de tes parents. Donc j'ai bossé. Les arts déco, c'était pour moi facile parce que 2 ans de prépa, on rentrait aux arts déco. Il y a eu quelques refus et après c'est resté aux arts déco parce que quand tu fais le premier cycle 3 ans et tu continues, c'est que beaucoup ont arrêté. Et comment ça se passe justement le transfert? Parce que là tu pars à Strasbourg, c'est ça? Ouais, c'est-à-dire que j'ai fait un premier cycle. À la fin de la Villa Tholles, j'ai fait ma première fresque. C'était en 83-85. En Corse, j'ai fait ma première fresque dans une église. Ok. J'avais 20 ans à peu près. Et avec un copain, Patrice Garziglia, qui aujourd'hui a arrêté le métier, mais qui a repris les bateaux de pêche de son papa. Lui, il me dit, est en Corse, il me dit, écoute, j'ai un budget. Donc on est allé à Santa Lucia des Talano, en dessous de Sartène, et j'ai fait mes premières grosses fresques. Parce que j'étais allé à Florence, en Italie, que j'avais eu vraiment mes premières révélations, c'était mes visites en Italie et de découvrir l'art du Quattrocento, les fresques. Là, j'y suis allé 2 fois même à Florence, hein, pour être sûr de mon choix, et je me suis dit, et j'ai dit à mes parents, c'est ça que je veux faire, je veux peindre. Donc voilà, donc ça a été une étape aussi. Je me suis dit, waouh, je peux gagner ma vie en faisant des fresques. Et puis un jour, en étant aux Arts Déco en première année, je tente un concours d'affiches pour Sophia Antipolis et je décroche le premier prix. Donc là, mes parents, ils ont commencé à être rassurés parce que au début, ça c'est aussi le, comment dire, souvent les parents immigrés première génération, ils disent ces métiers c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Nous, on doit aller dans les métiers manuels, comme font aujourd'hui encore tous mes frères. Ils sont au nettoyage des rues dans la ville, ils sont dans des usines, ils sont dans des hôpitaux, ils sont fonctionnaires. Donc il m'a dit, les frères, les fils, c'est plus dans les métiers manuels. Et les filles feront des études. Ma sœur a dit non, c'est pas juste. Il peut faire des études d'art et c'est possible. Donc de gagner des concours et d'avoir mes premiers chantiers, mon père, ça l'a rassuré. Ça doit être quand même, j'imagine, pour une famille comme ça qui débarque du Vietnam, enfin, t'es un extraterrestre à ce moment-là, en fait. Ah ben oui, j'étais un extraterrestre. Donc pendant des années, ils ne comprenaient pas. Certains y riaient, de mes beaux-frères et tout. Et aujourd'hui, ils m'encensent. Ils disent, ah, t'es l'artiste de la famille et tout. Oui, il y en a toujours un. Après, j'essaye de faire ça sérieusement parce que la peinture, c'est sérieux. Moi, c'est un métier, ça passe avant tout. Tu me connais, tu sais que je suis un travailleur et il faut charbonner, il n'y a pas de secret, hein. Donc du coup, donc tu vas à Florence, tu vois les fresques, tu dis c'est ça que je veux faire. Tu t'es encore aux Arts Déco, mais t'es à Nice ou t'es à Strasbourg déjà? Là, j'étais à Nice. Donc t'es à Nice, et donc Art Déco de Nice, c'était Villa-Arson. C'était la Villa-Arson. Et tu chopes ce budget, tu fais une fresque en Corse.
Donc ça te conforte dans ton choix de devenir peintre. Mais tu as déjà la fresque, en fait. Tu commences par la fresque. Ouais, Tu commences pas par je commence par les expos, par des tableaux, par le non, fine non, arts. mes expos. Alors, j'ai mis 20 ans à dire je suis artiste. Aujourd'hui, tout le monde est artiste. Dès le premier poste d'un petit dessin format A4, t'es artiste, non. Moi, c'est des gens qui ont dit vous êtes un artiste, ils m'ont présenté et je me suis dit, ah ouais, tu vois, j'avais toujours enfin, je me sentais pas et je doutais de moi. Donc, pour moi, j'étais étudiant en apprentissage quand je faisais les fresques. Et presque je ne signais pas. Tu vois. Et du coup, tu montes à Strasbourg. Pourquoi d'ailleurs tu changes des Arts Déco de Nice à Strasbourg? Alors, les Arts Déco de Nice, les vrais savent, ça prenait une tournure art contemporain. Donc, l'art contemporain, il nous disait le but du jeu, c'est pas d'apprendre à dessiner, c'est le concept. Donc on était enfermé à la bibliothèque. Bon, j'ai beaucoup appris par rapport à comment me situer et par rapport à l'histoire de l'art. Donc c'était plus des installations, de la vidéo, du son. Ça me parlait pas. Moi, je voulais. Alors c'était obsessionnel et peut-être bête, mais bon, aujourd'hui j'en suis là. Moi, je voulais apprendre à dessiner. Et des amis qui étaient partis de la Villa Arson et qui étaient aux Arts Déco de Strasbourg m'ont dit écoute, c'est ambiance atelier. T'es pas livré à toi-même parce qu'à la Villa Arson, on était livré à nous-mêmes et chaque trimestre, on avait des UV. Donc, waouh, avec des petits rendez-vous là, t'es cadré et tout. Moi, il fallait que je sois cadré parce que j'étais pas sûr de moi. Donc, je suis allé faire une spé. C'était graphisme, communication, illustration. Donc, voilà. Je suis monté pour apprendre vraiment les bases du dessin et ils avaient un très très haut niveau. Très très haut niveau en BD, illustration pour enfants, illustration médicale, voilà. Et c'était un peu à l'allemande, des ateliers. Puis le froid, quand il neige, tu t'enfermes dans ton atelier. Le soleil, tu sors. Ouais. Et c'est ça le gros problème. Beaucoup d'étudiants qui venaient de Paris et tout, qui avaient été refusés dans plein d'arts déco, ils atterrissaient à la Villa Arson et ils étaient pris par l'effet soleil, j'appelais ça. Donc c'est les pastis entre midi et 2 qui s'étirent jusqu'à 16 heures. L'été, il y avait plus, enfin, à partir du mois de mai, il n'y avait plus personne, où ils étaient plus dehors. Donc il faut se méfier du soleil. Ouais. Donc, du coup, ça peut t'endormir. La météo, le froid, la neige, tu t'enfermes et qu'est-ce que tu fais? Voilà. Et puis j'ai continué le sport, bien sûr, à Strasbourg, mais j'étais plus en dilettant comme ça. J'ai fait, je m'entretenais, je faisais du taekwondo, voilà. J'avais ma petite ceinture noire première dan, donc je continuais à m'entretenir et faire des footings et tout. Donc j'étais très le corps, l'esprit. J'étais très spartiate. Et du coup, qu'est-ce que tu retiens un peu des Arts Déco de Strasbourg et quand tu termines, c'est quoi qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, les Arts Déco de Strasbourg et les Arts Déco de Nice, l'avantage c'est que j'avais une bourse. Donc je ne payais pas. On était 11 enfants, on a eu 11 parts. Donc merci la France, il faut savoir le dire, parce que je n'ai pas payé. J'ai appris, j'ai été diplômé en 1990 avec félicitations. Donc mes parents étaient contents parce que toujours on a besoin de se référer à ses parents parce que c'est pas qu'ils croyaient pas en moi, c'est qu'ils pensaient que j'allais pas terminer ou que c'était pas sérieux. Mais bon, moi déjà ma revanche par rapport à continuer à bosser dans le ferraillage à la Trinité, moi déjà c'était une grande victoire. Et puis j'avais une reconnaissance et puis tu apprends à t'aimer via cet art, tu apprends à t'aimer, à t'estimer, à te respecter, et puis à bosser à fond. Donc après 90, je suis monté à Paris et je cherchais du boulot. Mais j'avais appris tout ce qui est infographie sur Macintosh, Illustrator, le pack Adobe. Donc je me suis présenté dans une agence de presse qui a fermé depuis, qui s'appelait ID. Et j'ai commencé le dessin
numérique sur Illustrator, on était dans les pionniers, on était les pionniers. Donc on livrait sur des disquettes, sur des SideQuest, il n'y avait pas encore Internet. Pour chercher des images, eh ben, on allait acheter des bouquins, on avait des banques images de photocopies dans des classeurs, etc. Mais tout ce qui fait ma force aujourd'hui dans le détail, dans l'envie de comprendre, dans la 3D, dans l'observation, il vient de ce métier de 17 ans d'infographie en agence à Paris. Tu fais 17 ans en agence. J'ai fait 17 ans. Ok. Donc ça t'installe vraiment dans cet univers-là. Oui. Et aujourd'hui, il y a 10 ans maintenant, mais on te découvre comme street artiste. Alors, c'est quoi le gap en fait? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Alors, comment t'en viens à passer d'infographiste et de dessinateur de presse, je peux dire, ouais. à ce que tu es aujourd'hui? Alors, dessin de presse, c'est pas du dessin de presse avec des bulles, avec style BD, c'est du dessin didactique. Donc, je précise parce que c'est du dessin de presse didactique. Donc, des avions, des cartes de France, des maillots du Tour de France, des sapins de Noël, j'en ai fait des milliers. On va dire. Après, j'étais freelance, hein, je bossais pour une grosse agence, des agences. Après, j'ai eu un budget où je bossais en freelance. Non, là, j'étais salarié pour le Journal de Montréal. Donc là, j'étais en décalé. Je commençais à 16h, je terminais à minuit, donc pour être raccord avec le décalage horaire. Mais je sentais déjà que ça me fatiguait, que c'était de la répétition comme ça chaque année des mêmes sujets, avec des accidents, des attentats, etc. Donc moi, je développais toujours le croquis et le croquis dans les métros. Donc je dessinais en rentrant, en partant, je dessinais, je continuais à cultiver la culture papier et à peindre. Donc j'ai pas lâché ça. Et la transition, elle s'est faite parce que après parce que c'est lié, hein, les arts martiaux, les sports de combat comme ça avec la peinture, le dessin, parce que c'est le même combat. C'est la discipline. C'est la même truc. Donc à un moment, j'ai fait de la capoeira, c'est une lutte dansée brésilienne. Et j'allais avec des enfants de cité dans des favelas. Et moi, je m'appelle Ernest à la base, et donc tout le monde m'appelle Ernesto dans le milieu brésilien. Et là-bas, un jour, j'entends Ernesto Novo, et je trouvais que phonétiquement, c'était ça. Ça, c'était un voyage au Brésil? Ouais, c'était des voyages au Brésil que je faisais l'été. On amenait des enfants des cités de Metz, Nancy, etc. On les amenait, voilà, comme on était pratiquants et on était adultes, on amenait les enfants. Et puis, ce nom Ernesto Novo et les voyages et la capoeira aussi. Donc, pourquoi j'ai choisi la capoeira? Je suis arrivé par la musique. C'était beaucoup racisé, beaucoup de Afrique de l'Ouest, antillais, nord-africain. Ce côté de cité comme ça, qui est autour d'une musique qui me paraissait complètement exotique. Et cet art martial qui était l'art d'esquiver. Moi, j'étais plus dans je te rentre dedans. Et j'évite les coups. Là, c'était que de l'esquive et tout. Le combat, il était contre moi. C'est esquiver et c'est le poids du corps, c'est des équilibres, de la souplesse. Ça m'allait bien. C'était un moment où je ne voulais plus donner de coups et plus en prendre. Donc la capoeira, pendant 7 années, ça a été une grande discipline pour moi. D'où mon nom Ernesto Novo. Et d'où tout mon travail aujourd'hui qui tourne autour des anciennes colonies, des enfants des colonies, de l'Afrique, Afrique de l'Ouest où je vais souvent. Le sport et mes voyages et ce que je peins aujourd'hui, ça ne fait qu'un. La boucle est bouclée pour moi. C'est-à-dire ce que je vis, je le peins. Avant, je faisais scission. J'avais un monde qui était voilà, un peu musical, un peu machin, et puis je vivais autre chose. Aujourd'hui, c'est la même respiration. Ouais, on voit vraiment que du coup, ton envie de devenir artiste, au-delà d'être graphiste, en fait, ça s'est enchaîné de la capoeira qui t'emmène pour la première fois au Brésil. Au Brésil, tu prends une claque et de l'inspiration que tu dois rejeter sur papier. Enfin, ta manière d'exprimer, c'est de la remettre sur papier et de dessiner. Et c'est ça qui te fait basculer dans l'artistique, entre guillemets. Voilà. Alors,
Moi, j'aime la musique. Forcément, à Paris, j'aime les clubs. Donc, je vais beaucoup danser, je vais à des concerts, que ça soit du reggae, du raga, du hip-hop, du trip-hop, de la jungle. Donc, j'écoute beaucoup des sons dansants. J'écoute aussi, avant, j'écoutais du ska, rocksteady, tout ce qui est musique jamaïcaine. Mais j'aimais bien sortir, aller danser, m'ambiancer, transpirer et puis voir du monde. Et quand je faisais la fête, je ne pouvais pas être en atelier. Et quand j'étais en atelier, je ne pouvais pas voir mes amis, etc. Donc je me suis dit, je vais faire les live painting. C'est un peu là où moi Voilà. j'ai commencé à te capter, tu C'est vois. là où tu m'as connu. Et en plus de ça, j'avais quand même, c'était bon pas les débuts d'Internet, mais quasiment, tu vois, quand j'ai commencé à mettre en ligne à la recherche justement de tout ça, ton nom il revenait. J'entendais sur les blogs, etc. Ton nom qui revenait un petit peu, et c'est un peu là où j'ai commencé en fait à capter. Mais c'est au travers des live painting d'abord. Donc, les live painting, ils sont arrivés. Donc, je suis allé dans des clubs et j'ai proposé de peindre en live avec des DJ. Donc, au début, ils m'ont mis près des WC, ils ne comprenaient pas ce que je faisais. Puis, une fois, deux fois, ils m'ont dit ben maintenant, on va te monter sur scène. Ça s'est fait en quelques années. Hein. Je fais ça pendant 6 ans, une fois par mois dans des clubs. Et après, je faisais des prestations, par exemple, pour la chanteuse Imani au Grand Palais pour les 25 ans de Paris Première, pour des marques de fringues, dont Rung, qui était mon sponsor pendant des années. Donc, il m'habillait, il me soutenait. Donc, Rung, c'est une marque hip-hop. C'est hyper hip-hop, ouais. Ah, c'est hyper hip-hop. C'est très lié au graffiti, quoi. Ouais, c'est lié au graffiti parce qu'il y avait The Cri à l'époque qui était un des fondateurs. Et puis, il y avait Bull Rot aussi. C'est Bull Rot qui m'a présenté à Rung. Et donc eux, ils me suivaient, donc c'était aussi peindre pendant des concerts hip-hop, aussi, voilà, donc je montais sur scène et je peignais et je montrais que le hip-hop, c'était qu'une culture. Ça allait de la peinture, du graffiti, du sport, le BMX, la musique, le chant, l'attitude, le respect, c'était, voilà, j'appartenais à cette culture. Et puis forcément, on rencontre des gens. Et le milieu du graffiti, ils ont commencé à m'approcher et à me proposer des battles. Alors, les battles, toi tu sais, mais on était invité par, là c'était des Américains qui proposaient des battles à Châtelet-Léal. Donc en public, une toile énorme, genre 1,50 m sur 1,50 m sur chevalet, toute blanche, donc pas de collage, pas de pochoir, pas de blablabla, pas de bombe. Et c'est là où mes copains, qui sont aujourd'hui devenus mes amis, on voyage ensemble, on fait des blocs parties et des murs en international. Eux, ils étaient un peu coincés parce qu'ils avaient l'habitude de balancer vite, fort et à l'aspray. Et là, c'était des espaces fermés avec du grand public, des familles et tout, des magasins, samedi après-midi Léal. Ouais, c'est Cap 3000 quoi. Donc moi j'ai arrivé avec mes pinceaux, donc ils me regardaient, voilà, spécial dédicace à Kuka, Esper, les HEC, les TW, donc tous ces crews ils me regardaient et ils me le disent, hein, ils me disent, me regardaient genre un mec qu'ils ont jamais vu sur les murs arriver et ben je tapais des premiers prix quoi. Bah, surtout que c'est quand même un milieu ultra fermé à la base du graffiti. C'est le moins qu'on puisse dire, je pense. Chez nous, il y a une grosse question d'authenticité. Quand tu peins, faut que tu aies peint dans la rue, faut que tu aies une carrière vandale pour être respecté dans notre milieu. Enfin, pour, pour nous, et c'est vrai que c'est quand même très mal vu des artistes qui vont arriver dans le milieu graffiti, dans le milieu hip-hop, sans être passés par la case vandale, par la case rue. Donc, alors ce qui est très drôle, c'est que toi, en plus, t'arrives, t'es d'une autre génération, t'es pas issu du hip-hop, t'arrives avec des pinceaux, avec un background d'école des beaux-arts. C'était un peu tout ce qu'on pouvait détester à l'époque. En tout cas, je pense que ça, si je situe bien, t'es dans le début des années 2000 à ce moment-là, à peu près. Donc, c'était vraiment une époque où c'était quand même vraiment engagé, vraiment dur, quoi, comme milieu. Donc toi, t'arrives là-bas, sympa, et tu dégaines les pinceaux, et... Ouais. C'était 2010, vers 2010, et c'est vrai, eux, ils prônaient le fait d'être autodidacte. Je ne suis pas autodidacte.
Le vandal, j'ai jamais fait de vandal. Donc, ni train, ni bus, ni mur, ni mètre. Je faisais pas de guettin non plus. Connaissais pas la bombe. Tu vois, la première fois qu'on m'a donné une bombe, ça a été un travail que je ne montrerai jamais. Ah ouais, comme tout le monde, je crois. Voilà, Première fois. j'appartenais à aucun crew, même si je fréquentais certains crews, j'étais pas de la culture hip-hop, et puis j'étais d'une autre génération, et puis je sortais du dessin de presse. Donc, Et même pour toi, ça doit être. ouais, ouais, C'est un autre monde pour toi. moi, pour moi, c'était un autre monde, mais j'étais naïf, j'avais pas peur. Parce que voilà, et puis Tu vas te défendre, quoi qu'il arrive. oui, avec mes pinceaux, voilà. Et puis le respect, il s'est instauré après en faisant, quand on a été invité pour Urban Peace 3, ils invitaient c'est au Stade de France, et c'était un gros événement hip-hop avec IAM, Stromae, enfin des gros groupes, des grosses stars. Booba qui balance la bouteille de Jack dans la foule. Booba, il n'était pas là, mais il y avait ses ennemis qui jouaient, et, un public très indiscipliné. Et quand j'ai peint, ben, déjà que des organisations m'invitent, moi, street artiste, parce que on commençait à mettre le mot street art sur cette discipline qui était plus proche des galeries que proche de la rue. Même si on peignait dans la rue. C'était plus live painting en fait. C'était des live paintings, certains ils disaient nous on est des vandales, vous êtes des vendus. Mais moi il n'y a pas de souci, oui je suis un vendu, je bosse pour des marques d'alcool, je bosse pour des marques de fringues, je peins au Festival de Cannes, je suis invité à l'étranger, moi il n'y avait pas de souci. Après la différence, je pense, tu peux être taxé de vendu quand tu as un background artistique et que t'as eu déjà des propos par rapport à être vandale, par rapport à être ci, par rapport à être authentique, et que d'un coup, d'un seul, bah, tu vas retourner ta veste pour prendre l'oseille. Mais en l'occurrence, toi, t'as jamais été dans ce truc-là, parce que t'as pas eu d'avant-propos en disant que t'appartenais à la rue et que t'étais un mec dur, hardcore, et pour ensuite te retrouver dans des galeries à manger des petits fours. Ah non, pas du C'était, tout. toi, t'as toujours eu un parcours au final assez classique en tant qu'artiste. Donc on n'avait pas de raison de te taxer de vendu, je pense. Il disait pas ça pour moi et tout, voilà, mais le graffiti, je comprends, hein, et je respecte que, ayant été les précurseurs de cet art américain qu'ils avaient ramené en France, des amis comme Nacio, comme Popeye, qui ont commencé à peindre en 85, et d'autres crews, je comprends cette amertume de dire mais qui c'est ces mecs-là qui arrivent sur nos plates-bandes et qui commencent à taper des murs alors qu'on les a jamais vus sur des terrains. On les a jamais. Ouais, et en plus ils prennent l'oseille, ils prennent notre héritage, on va dire. Donc je comprends les coups de gueule et les actions qu'ils ont fait contre le street art. Hein. Moi je comprends tout à fait. Moi, comment j'ai commencé à être dans le milieu de la fresque, on va dire, et des muralistes, c'est que j'ai participé à des block parties. Toutes les block parties qu'il y avait, block party, c'est musique, merguez et peinture, que ça soit la bombe et tout. Et puis, je commençais à aller à des block parties. Peindre en live et on restait un jour, des fois deux. J'ai commencé à me déplacer sur des petits terrains avec eux, donc à passer des bons moments et puis c'est devenu mes potes, hein. Et puis on partageait les mêmes valeurs qui étaient le dessin et tout, donc et puis des fois on passait des soirées à dessiner sur des vinyles au Posca. Merci Posca aussi d'avoir donné autant de matos, d'autant d'énergie, de bienveillance et de nous avoir retrouvés sur les lieux de création. Ils venaient, ils nous ont donné du matos. Donc c'était un échange d'images contre du matériel. Voilà, bien sûr, Amsterdam aussi, les bombes nous ont suivis. C'est qu'après, les marques ont commencé à s'intéresser à nous, que ce soit les marques de fringues pour faire des collections pour une saison comme Rung, que ce soit des marqueurs ou de l'acrylique ou des sprays. Voilà, les marques aussi ont vu qu'il y avait, en termes d'image, quelque chose à prendre. Donc, ou tu refuses, ou tu prends. Moi, j'ai pris et j'assume, vu que je n'ai aucun passé dans le graffiti.
Tu vois, donc voilà. Après, t'as rien volé, c'est pas non plus. Non, non, je suis venu dans un moment où le street art émergeait, et puis voilà. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui se mélange. Donc, des graffeurs, des gens qui mettaient leur blaze comme ça de partout en mode répétition, ils ont commencé à mettre ça sur des toiles. Et tu vois l'hérésie du truc, ceux qui ne voulaient pas les galeries et tout, ils ont commencé à mettre leur blaze sur des toiles et à le faire entrer en galerie. Donc c'est là où, dans le milieu, voilà, on ne comprenait plus trop voilà, qui était qui. Et puis ils ont était commencé à faire authentique ou des pas. MJC, des chambres d'enfants, parce qu'ils Mais en avaient vrai, ça a besoin toujours de... existé. Ouais, mais c'était en cachet, hein, ils ont quand même les mecs, Ouais, tu vois. on a tous fait des plans Lego, comme tu dis, de MJC et compagnie, que comme parfois même tu le signais pas si c'était pas dans la ligne du truc, mais en fait ça existe. Dès que le graffiti a existé, il y a eu un travail de galerie, un travail de commerce autour de ça. Bien Ça sûr. s'est toujours vendu. Après, ça s'est jamais vendu et ça se vend encore pas aujourd'hui au même tarif que l'art contemporain, ce qui est regrettable. Mais dans tous les cas, voilà. Aujourd'hui, je pense qu'on arrive un petit peu au même niveau pour tout le monde, quoi. Et du coup, la question suivante, ça va être justement quand est-ce que tu es passé sur un vrai mur, parce que là, on voit que tu as dérivé de live painting au block party, et comment tu arrives au mur du coup? Alors, les murs, ça a été crescendo, c'est-à-dire que j'ai eu des petits murs comme ça, légales, parce que des fois on faisait de l'illégal, mais on était tellement beaucoup, on était genre 20 à peindre, musique et tout, les flics qui passaient, ils se C'est disaient, normal, bah, on mettait même, enfin, c'est les organisé. organes mettaient des barrières, alors que voilà. Donc c'était du légal, mais qui était enfin, c'était sous la couverture de légal, enfin on n'avait pas d'autorisation, mais ça c'est les orgas qui affrontaient la municipalité ou les flics. C'était déjà Black Lines. C'était les Black Lines, c'était l'aérosol à Montreuil. Donc j'ai commencé à faire des murs dans des espaces comme ça qui étaient des genres de tiers-lieux. Ouais. C'était souvent des grandes usines, des locaux SNCF qui allaient être détruits. Et puis ils mettaient quelques food trucks et les mecs vendaient des bombes, par exemple l'aérosol. Et puis tout le monde peignait. Du coup, tu peignais avec Espion, dédicace à Espion, le frérot, avec Opar, tu te retournais, il y avait Opar, il y avait toutes les grandes stars qui étaient là, et puis donc on peignait de façon légale dans des lieux, des tiers-lieux comme ça, où tout était autorisé. Le grand public venait, les familles, ils venaient peindre avec nous et tout. Et puis après, j'ai commencé à avoir des commandes. C'est-à-dire que aller peindre dans un hôtel en Croatie, enfin, dans toute la France. Après, ça a commencé à aller en Afrique de l'Ouest, au Congo, avec Kuka. D'ailleurs, voilà, il y a 10 ans, on a commencé à avoir des budgets pour partir peindre pour des particuliers, pour le Tazama Festival, un festival de femmes africaines au Congo-Brazzaville. Parce que quand je faisais mes live paintings, par exemple pour le lancement du film de Nelson Mandela, des services de presse dans ce club, la Favela Chic, qui m'ont repéré, m'ont dit, ça vous dit de faire ça pendant des festivals? Parce que j'avais fait ça au Festival de Cannes, du coup j'ai dit, ben ouais, je peux le faire en Afrique aussi. Du coup, c'est que mon travail dans la rue a été remarqué, mon travail en live painting aussi. Ça, j'ai pu me vendre comme artiste. Voilà, c'est quand j'ai peint aussi en live painting pour Tikenja Fakoli. C'était près de Toulon. Là aussi, ils voulaient des peintres qui peignent sur scène. Donc, quand tu te retrouves avec 12 artistes en live, avec les cuivres et tout, des grosses formations à peindre en live, que ce soit, comme je dis, avec Imani au Grand Palais ou pour des festivals urbains avec Tikenja Fakoli, qui est le pape du reggae africain, pour ceux qui ne le connaissent pas, là, tu prends confiance et les gens savent comment te placer. Donc, tous les exercices que je faisais rayonnaient et après, j'arrivais à me faire prendre dans des programmes
programmation musicale où ils mêlaient la culture urbaine avec la musique, etc. Bah alors, justement, tu as commencé à en parler, mais c'est là où j'allais y arriver. C'est pour moi le truc qui est le plus marquant dans ton travail actuel aujourd'hui, ça a été toute l'inspiration que tu as puisée de tes voyages et la manière dont tu as recraché ça sur papier et sur peinture. C'est qu'aujourd'hui, on y sent une inspiration de l'Afrique en particulier. Euh, on le voit dans beaucoup de tes peintures, on le voit dans le dessin que tu m'as offert où tu travailles sur les statuettes africaines, etc. Donc, le voyage, justement, je pense que c'est une énorme part de ta vie et de ton travail. Et est-ce que tu peux nous en parler, avec notamment peut-être donc, le premier voyage que tu as fait qui t'a le plus marqué, et ensuite peut-être quelques anecdotes, justement. Je sais que tu as beaucoup fait l'Afrique. Tu as fait également un petit peu les États-Unis. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire finalement voilà, ton premier voyage, comment ça se fait, ton premier voyage, ton premier choc, comment ça se passe? Alors, avant de parler de voyage, je vais parler de non-voyage. C'est-à-dire que j'avais fait une expo comme ça de croquis. J'avais marqué de 85 à 95 dans une galerie chez Laoutech à Belleville, où je montrais des dessins de statues africaines. Donc on m'avait ramené de Côte d'Ivoire un couple de statues et je les dessinais pour comprendre un peu la 3D. Et je sais pas, il y avait un amour comme ça de cet art dit primitif, de simplification. Je sais pas, il y avait quelque chose. Des fois, faut le vivre, ça s'explique pas. Donc, mon envie de découvrir l'Afrique, et notamment l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, c'était par la statuaire. Et la Côte d'Ivoire, c'est un gros berceau de la statuaire d'origine africaine, avec les cultures baoulé, les Dogons. Après, j'ai commencé à aller en pays bamileke, à l'ouest du Cameroun. Donc, je suis allé là où il n'y avait pas de blanc. Ça m'intéressait de découvrir vraiment l'art de la statuaire africaine, pas exposée dans des musées, mais dans des lieux de culte. Voilà. Donc, les voyages, ça a été quand j'étais jeune. Le Maroc, avec mes potes de la cité, aller en camionnette jusque vers l'intérieur des terres du Maroc. Ça a été aussi, oui, incroyable, c'est vrai. C'est des grands moments, ça. Ça a été la Turquie aussi. Ça a été. Les premiers voyages, c'était au Sénégal, où j'ai vu des forêts de baobab. Ton premier voyage en tant qu'artiste? En tant qu'artiste, ça a été au Sénégal. Et là, j'ai vu des baobabs et j'ai commencé à prendre des photos, à dessiner. Faut faire attention quand tu dessines les gens, faut leur demander et tout. Donc c'était le rapport au dessin, à la représentation humaine avec d'autres cultures. Donc ça a commencé le Sénégal et puis après beaucoup le Congo, 4 ou 5 fois, parce qu'il y a des pays où je vais 4, 5 fois. Le Congo, je suis allé 4, 5 fois et des fois je restais un mois. Donc comment ça se fait que tu vas au Congo comme ça? Ben, par rapport à un festival de cinéma des femmes africaines, ils m'avaient remarqué en live painting à la favela. Donc ils m'ont appelé pour faire comme genre festival de Cannes, mais faire des séries de peinture en live. Et c'était très déstabilisant le rapport qu'ils avaient à l'image, au réalisme, parce que les Africains, ils adorent le portrait, ils adorent le réalisme. Chose qui se perd aujourd'hui en Europe, qui se dilue, on fait des effets, tes défauts deviennent des qualités. Non, eux, ils veulent le réalisme, donc je tombais à point nommé, et avec mes couleurs. Ils adorent mes couleurs très colorful, comme ça, très péchu comme ça, ils adorent ça. Donc je me suis dit, oh tiens, j'ai un public de fans. Et, et voilà, donc ça s'est fait le Congo. Ouais, et puis moi j'ai grandi avec des gens d'origine, donc forcément mes références de vidéos, de sketchs, j'ai rencontré des grands acteurs que je connaissais, je leur citais des répliques de leurs films, les mecs ils m'ont adopté de suite, ils m'ont dit mais d'où tu viens toi, mais Franco-vietnamien, rien à voir. tu vois, et j'ai dit
Et je leur disais, vous avez bercé ma jeunesse, qu'est-ce que vous nous avez fait rire? C'est un peu les Bourvil et les Fernandel de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est des amitiés comme ça, de rassembler. L'art, c'est un ciment, hein. Sans l'art, j'aurais pas serré la main à Flore Pellerin, ministre de la Culture à l'époque, quand on avait fait un live au Musée national de l'immigration. Parce que pour un enfant d'origine vietnamienne, de dire à ses parents, j'ai fait un live painting dans le musée de l'histoire nationale de l'immigration, ils étaient hyper contents parce que dans les fresques, bon, c'est les colonies certes, dans les fresques, on voit l'Indochine, on voit le Maghreb, on voit l'Afrique, tu vois, c'est que d'un seul coup, je trouvais ma place et de plus en plus, on commence à me mettre à ma place, c'est-à-dire qu'à la Courneuve, pour les 40 ans de la marche contre le racisme, ouais, c'était il y a 20 ou 30 ans, et ben ils m'ont appelé. Donc j'ai fait une fresque de 7 étages avec mon univers, d'après des photos de gens comme ça. Quand on m'appelle pour la lutte contre les victimes de l'esclavage colonial à Noisy-le-Sec, je suis appelé. Donc ils commencent à comprendre mon engagement et ce que je fais, c'est-à-dire qu'il y a le fond et la forme. Je trouve que faire des belles images qui veulent rien dire, c'est facile, surtout avec l'arrivée de l'IA. Donc, faire des images, mais qui sont liées à tes voyages, qui sont liées à ton enfance, qui sont liées à ce que tu manges, ce que tu écoutes, les gens que tu fréquentes, ce que tu vis, tous les pays que tu rencontres, parce que forcément, dans ces pays-là, moi qui suis un amoureux du papier, je dessine beaucoup. Et je dessine avec des jeunes, je leur montre ce que je fais, ils m'amènent à rencontrer des artistes de quartier, des gens qui sont plus artisans que artistes, mais ça m'intéresse, donc voilà, c'est un tout. Alors, j'ai deux questions là-dessus. La première, ça va être quand donc t'es arrivé au Congo, je pense que tu tombes amoureux un petit peu de l'énergie de l'Afrique, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest pour le coup, puisque évidemment il y a autant d'Afrique qu'il y a de pays et qu'il y a de régions et de cultures, ça fourmille de plein de choses différentes. Mais en tout cas, je sais que tu as été beaucoup plus présent en Afrique de l'Ouest. Est-ce que tu as justement une anecdote là-dessus sur un pays? Et on peut ensuite parler aussi du fait que tu as peint sur le plus long mur du monde, à Cotonou, il me semble, C'est au ça. Bénin. Et ensuite, j'aimerais bien qu'on revienne sur ton rapport avec le Vietnam. Mais on le fera après. Alors, on parle beaucoup de l'Afrique. Je ne suis pas marié avec l'Afrique, hein, on est d'accord. Là, au mois de mars, je pars en Inde pour 3 semaines en résidence artistique pour le lycée français de Mumbai. Il y a moins d'1 an, j'étais 2 mois en résidence artistique à San Francisco. Grosse claque aussi avec le milieu mexicain. Toi-même, tu sais, tu reviens de là-bas. Voilà, c'est que même quand j'étais, et je vais revenir à l'Afrique, même quand j'étais en Californie du Nord, je fréquentais des Mexicains, j'étais à San José, j'allais dans les puces les magasins ouais, comme les puces de Clignancourt, mais version mexicaine, où ils mangent du cactus, il y avait des sombreros, des bottes, j'écoutais leur son et tout. Donc, c'est vrai que je suis beaucoup avec les invisibles. Les sans-grades, les fatigués, les sans-papiers. C'est vrai que ces gens-là, ils me touchent, ils me rappellent mes parents, ils me rappellent les mères courage. Donc, que ça soit aux États-Unis, là, je prépare dans ma tête les interventions dans la rue que je vais faire à Mumbai, anciennement Bombay. Je sais que je vais me rapprocher de ces gens-là qui n'ont pas l'habitude. Enfin, moi, ma phrase qui revient souvent, c'est que je mets en lumière les gens de l'ombre. Tu vois? Et donc en Afrique, eh ben, j'allais voir des vieilles dames, je voyais des vieilles dames qui dormaient sur leur établi à l'heure de la sieste, qui étaient épuisées et écrasées par cette chaleur. J'allais dans des marchés prendre des photos, les poules, et voilà, tu vois. Prends en photo ton principal, Alors, ton je prends en protocole photo. créatif, c'est tu prends des photos. Je prends en photo parce que après, dans mes croquis, souvent je montre, ben ça c'est fait en 5 minutes et ça c'est fait en une journée. C'est-à-dire que quand je vois quelque chose qui va bientôt bouger, ça va descendre et tout, je shoote
Enfin, je prends en photo de façon discrète parce qu'il ne faut pas être agressif, même si c'est des photos volées. Toi-même, tu sais. Donc, je prends des photos, mais c'est mes photos. Et des fois, je fais des croquis et tout. J'aime bien aussi. La dernière fois, j'ai dessiné dans ton atelier ton BMX. Il ne bouge pas le BMX. Mais dès qu'il y a des mouvements de foule, c'est difficile parce que dans les proportions, les ressemblances, tu peux aller vite dans la catastrophe, quoi. Donc, oui, mon process, c'est de prendre des photos, de filmer, de prendre des croquis. Après, des fois, quand j'ai le temps, de discuter avec les gens. Et ils écrivent leur nom, et ils mettent une petite phrase. Ça aussi, c'est important, c'est-à-dire que ça devient une œuvre participative, quoi. Toi, c'est pas mon œuvre, c'est notre œuvre. Et puis, ils sont tellement contents. Donc, quand je peux, je leur donne. Quand je peux, je fais une photocopie couleur et je leur donne. C'est que quand je les revois des années après, ils gardent ça, ils se souviennent de moi. Leurs enfants ont grandi, parce que j'aime bien retourner aussi. Retourner voir les gens, voir comment les artistes ont progressé. Parce que forcément, je donne du matériel, je donne des conseils. Et puis, sur le plus grand mur du monde qui est à Cotonou, c'est le mur du port autonome de la capitale économique du Bénin. Ils font un grand mur qui n'arrête pas encore. Là, ça continue. Des kilomètres et des kilomètres. C'est des kilomètres. C'est un mur de port, quoi. Donc là, c'était bien parce que j'étais français et j'étais avec une programmation internationale. Donc, moi, je le souhaite à tout le monde, hein. C'est-à-dire que plutôt que de se batailler pour 3 murs à Nice ou à Paris, le monde, il est grand. Il y a beaucoup de murs, quoi. Allez batailler sur des murs énormes avec des gens qui viennent d'Inde. Paola du Mexique, grande dédicace pour toi, ma grande, une virtuose. Tu te retrouves avec Dambi, spécial dédicace d'Australie. Toi, tu fais un mur, lui, il en fait 2. Ils ont 30 ans et toi, tu n'as pas le même âge. Des Espagnols. Ça me permet aussi le voyage et ce genre de hub, ça me permet aussi de rencontrer d'autres artistes avec des manières de travailler complètement différentes. Et je trouve que tu apprends, comme tu le sais, moi c'est pareil, je reviens d'un bon gros road trip. Et le fait de voir travailler d'autres artistes, ils travaillent de manière complètement différente de toi. De toute façon, toi, tu as été un de mes premiers chocs. C'est aussi pour ça que je t'appelle un peu mon mentor. C'est que le premier à sortir des pinceaux, à peindre à l'acrylique. T'as été vraiment le premier à me faire prendre conscience que le monde était plus vaste qu'une bombe de peinture, quoi. Bien sûr. Et je pense que c'est aussi, ce qui est fou, c'est que toi, aujourd'hui, à ton âge, avec ta grande expérience, t'apprends encore, en fait, sur le mur, et puis surtout dans des conditions qui sont bien différentes de celles qu'on peut trouver en France. Donc, moi, j'ai rien contre la spray. Quand tu as un rideau de fer ondulé, tu vas pas peindre à l'acrylique. Faut pas être bête. Donc, je le tape comme à Bagnolet. Denis Cyr, qui est un grand mec de la bande dessinée 50s, j'ai rendu hommage. Il y avait une ancienne cordonnerie avec un vieux rideau de fer ondulé et des morceaux en bas de fer, de bois. C'est l'aspect, faut pas être bête. Si on te demande de peindre sur de l'acier, de l'alu, ou des murs très crépis comme ça, je préfère l'aspect. Ça reste des outils, il faut utiliser l'outil en accordance avec le... Oui, tu as le temps, tu as le support. Le festival La Belle Valette... Concordance. Oui, concordance. La Belle Valette, le festival qui a duré, je crois, 5 ans, quand ils m'ont invité à peindre sur un mur, le dernier mur, après ils fermaient le festival. C'était un gros festival de culture urbaine, hein, avec des battles sur des bus et trucs énormes. J'ai fait un portrait ressemblant, parce que quand on dit portrait, il y a 2 formes de portraits. Il y a les portraits lambda d'une personne que personne ne connaît, que tu as extrait d'une source internet, t'as ton cousin ou ta nièce, et puis il y a portrait ressemblant. C'est-à-dire, si un client te demande de faire Bourville et tu fais Fernandel, il y a un gros souci. Il y a un gros souci. Déjà, il faut le faire bien et il faut que ça ressemble. Donc, il y a 2 formes de portraits, je trouve. Donc, quand tu arrives sur les portraits de mecs hyper connus mondialement et que ça ne ressemble pas, c'est mieux de ne pas le montrer. C'est mieux de ne pas le montrer sur les réseaux. Parce que les réseaux, attention, c'est un outil, mais ça peut être aussi très violent.
À ce propos, peut-être, bon, t'es pas obligé d'en parler, mais on peut parler aussi des échecs. On a tous eu, hein, justement, des gros loupés comme ça. Je me souviens que tu galérais, si tu me permets d'en parler, sur le portrait de Tom Hanks à, À San à San Francisco. Francisco, où il t'avait demandé en fait de faire ces 12 portraits, c'est ça? Ouais, ouais. Et 8 portraits, Huit- dont Tom Hanks. 8 portraits dont Tom Hanks, et en fait, t'avais commencé à peindre Tom Hanks, t'avais filé une photo dégueulasse, parce qu'en fait, ça vient de la photo, de la référence, en fait. Et il t'avait demandé ensuite de le rajeunir ou non, de le maigrir, de le mincir, c'est ça? Voilà. Et à la fin, c'était un enfer. Ouais, parce que j'ai pris Dominique Crène, qui est une étoilée française de San Francisco, qui est là, elle a adoré. Suzanne Cervantes, qui est une des premières muralistes de Californie, elle a adoré son portrait. Et puis, parce qu'ils sont venus signer un tout. Et Tom Hanks, son agent, dit non, aujourd'hui, grâce à l'IA et grâce à ces régimes, il a maigri et avec l'IA, on est en train de le rajeunir. Donc, vous ne pouvez pas peindre ça, un mur qui va rester. Et en plus, c'est plus l'image qu'il veut donner. Donc, il m'avait fait recommencer le maigrir après le rajeunir. Là, j'avais galéré et c'était pour moi un loupé. Mais on ne peut pas, en plein process, faire changer. On te demande de faire une Ferrari et non, finalement, ça devient 2 chevaux. Sur le mur, en grand, c'est très difficile. Bien sûr. Moi, quand... Tu perds tes repères au fur et à Et mesure. tu perds, et puis tu t'embrouilles, et puis les proportions sont là, mais le visage est plus fin. Enfin, c'est... Oui, les loupés, ils peuvent venir de toi, de la météo, mais aussi du client. Hein. Si l'annonceur, d'un seul coup, il change son cahier des charges, c'est son... Au départ, ce qu'il voulait, toi, tu te retrouves les mains dans la peinture, les échelles et tout, à échanger, et puis forcément, qui tout double, quoi. Ouais, et tu te retrouves en galère. Mmh. Et, Bien sûr que je me trompe, bien sûr que ouais. je galère. Là, j'ai passé 6 semaines sur un mur à Cotonou, j'ai jamais eu aussi chaud de ma vie. Et justement, Mon cette t-shirt, il a changé de expérience-là, couleur. Dans le dos, il est devenu blanc et devant, c'était voilà. J'ai eu pendant 2 semaines chaud au dos tellement. Voilà, c'est que on était assommés par le soleil. Donc ça nous ralentissait et je faisais des grosses erreurs de proportion. Donc certains personnages, je les ai effacés 2 fois. La troisième, ça allait, mais je faisais une foule avec une arrivée de train, avec des perspectives et tout. Donc j'ai fait une masterpiece. tu t'es donné Mais un vrai challenge. un vrai challenge. Comme toi, tu arrives au Mexique ou aux États-Unis, il faut trouver les bombes, tu comprends pas ce qu'ils veulent vraiment, la nuit tombe, et puis tu pars sur un truc, ils adorent, d'autres ils adorent moins. Quand on est à l'étranger, T'es pas chez toi. t'es pas chez toi, eux ils ont d'autres cultures, ils ont d'autres référents aussi. Tu peux les vexer sur un truc que tu comprends Tu pas. peux les vexer, et puis il me disait, moi, les bassines là, en plastique, ça c'est aujourd'hui. Là, c'est une image vintage que tu fais, donc elles étaient en émail. Ah, je dis, ah ouais, merde. Du coup, il m'amène des photos en émail rouillé et tout. Voilà, ces fruits-là, eh ben non, voilà, tu vois, ils te font changer les fruits. L'igname, c'est des tubercules, il y a des petits filaments. Du coup, parce que moi, j'ai jamais épluché un igname de ma vie. J'en ai vu, j'en ai mangé, mais voilà, c'est comme si on me demande à un Béninois d'expliquer la fabrication du Roquefort. Voilà, Ou la différence entre le comté et voilà. et les mentales. Donc, c'est bien, on est français, on parle de fromage. Voilà, donc des fois, en Afrique, tu te retrouves avec des référents que tu n'as pas, parce que c'est leur culture est magnifique, comme si tu fais des références au vaudou. Quand je voulais peindre aussi à Porto Novo, parce qu'il y avait eu une opération avec Solidarité laïque, dédicace à Alain Mutombo-Canon, c'était Ernesto Novo à Porto Novo. Donc j'avais proposé une maquette. Les rois, ils étaient d'Abomey, non, c'était Porto Novo parce que Abomey avait combattu Porto Novo. Les vaudous, les grands masques et tout, j'avais pas la culture, donc ils m'ont dit ça, non, ça, tu le déplaces hein, chronologiquement et tout. C'est que j'ai fait un gros travail avec des gens qui tenaient des galeries et qui avaient cette culture pour pas me tromper parce que voilà, tu peux faire des erreurs monumentales. Donc je maquettais tout sur ordinateur au pied du mur et dès qu'ils ont validé, j'ai attaqué mon mur. Mais
je fais pas les maquettes en France avec mes références sur Internet et des blabla. Il faut être dans le pays, il faut vraiment en parler parce que tu peux faire des erreurs monumentales. Moi, je l'ai vu quand j'étais au Cameroun et que justement j'ai commencé à travailler autour de ça, où tu vois, je voulais faire des motifs dans le fond, des motifs camerounais, sauf qu'ils m'ont dit, mais le Cameroun, on appelle ça le petit continent parce que tu as tellement d'ethnies différentes et chaque ethnie a des logos différents, des motifs différents, etc. Donc si tu veux commencer à parler de ça, il faut que tu parles de tout le monde. Donc ça veut dire que t'as pas assez de murs pour en parler parce qu'il y a 250 cultures différentes au même endroit. Et si tu veux mettre tout le monde, bah en fait, tu peux pas vraiment, quoi. Donc c'est vrai que mais c'est aussi ce qui te permet d'évoluer et d'être inspiré et d'avancer. Moi, une grosse claque aussi, parce que à chaque fois. Et toi-même, tu viens de me poser une question dans ce sens, et on me dit, c'est quoi la plus grosse claque que tu as pris en voyage? Ma première grosse claque, ça a été Tokyo, c'est clair. Autant j'ai eu aucune claque à New York, c'était comme si j'étais déjà allé parce que on a cette culture via les films, le son et tout. Tokyo déjà, ça m'avait déstabilisé, Shibuya, etc. Kyoto aussi. Après, quand je suis allé, et tu connais le Cameroun, et que je suis allé dans l'ouest, en pays Bamileke, où il y avait des chefferies, c'est des genres de contre-pouvoirs et tout, et que je découvrais des temples faits en bois comme ça, où chaque colonne, ça racontait l'histoire d'un village et tout. Oui, j'ai pris des grosses claques. J'ai pris des grosses claques en ayant et puis rencontré aussi le célèbre artiste camerounais qui s'appelle Barthélemy Togo. Lui, c'est une pointure qui expose au Quai Branly, au Louvre, à Venise. Il est venu me chercher, il m'a fait visiter il a une fondation à Banjul Station et il m'a fait visiter les hauts lieux de culte, de cérémonie des morts, tu vois, parce qu'ils ont eu la colonie allemande, ils ont été colonisés par les Français aussi, avec beaucoup de massacres. Voilà, donc on a eu des points communs ensemble. Donc chaque pays, pour moi, est une claque. Quand je suis allé à Cotonou peindre à Ganvier, c'est le Venise africain. C'est un village pauvre, hein, vraiment. Ils se sont mis au milieu de ce plan d'eau, c'est un peu marécageux et tout, pour échapper aux colons et aux invasions. Donc, et c'est devenu un village avec des milliers d'âmes qui y vivent. Donc oui, j'ai pris une grosse claque à Ganvier. J'y suis retourné 2 fois, j'ai peint sur des portes, après j'ai peint sur des voiles. Là en Inde, peut-être que je vais prendre une grosse claque. C'est pas des grosses claques comme ça dans la création, c'est des claques différentes. En Inde, ce que je vais vivre, ça ne sera pas comparable à l'Afrique centrale ou l'Afrique de l'Ouest ou au nord de la Californie. Tu vois, après, je peux être ému à Nice en voyant des cactus quand on peignait avec toi au 109. À un moment, je me retourne pour aller rincer mes pinceaux et peut-être faire autre chose. Et je vois ces cactus qui ont bercé mon enfance. Le mimosa aussi, c'est qu'aujourd'hui, je regarde des choses à Nice comme les natures des sentiers, la mer, les rochers, et parce que j'ai envie de les incruster dans mon travail. C'est aujourd'hui, je suis comme une éponge que je sois à Nice, que je sois en banlieue parisienne ou ailleurs, je suis comme une éponge. C'est-à-dire que ce que tu vois, moi, toi, je ne verrai pas la même chose. Mais la dernière fois, j'ai eu une claque en voyant ton BMX à l'envers, comme ça, avec une plaque en plastique dessus. J'ai dit, putain, c'est génial, tu vois. Et je te dis, laisse-moi un petit peu. Et puis, c'est que aussi rentrer dans la culture du BMX, voir quand tu m'invites près de la prom au Tour de France, tous ces jeunes qui font des bonds en l'air comme ça, une énergie de ouf que j'ai ressenti aussi quand je suis allé aux 20 ans du skatepark de Shell, avec dédicace à Sifat, et que j'ai vu cette énergie comme ça dans les skateparks qui mêlait aussi bien les parents que les enfants, et ça tournait, et puis des copains qui peignaient en même temps. Voilà, c'est que des fois, c'est en termes d'énergie, tu découvres. Il ne faut pas dire je sais tout, je ne me trompe pas, non. Je continue à me tromper, je continue à
découvrir, mais je m'exerce. C'est comme un sport, c'est-à-dire que je m'entraîne, même si tu n'es pas en train de dessiner, tu vois des expos. Quand tu peins après, ben tu vois une émission sur Arte, et puis c'est les fréquentations. Partout où je vais, j'ai des amis artistes. C'est quelque part, c'est notre cordon ombilical. Toi, tu l'as fait quand tu étais aux États-Unis, tu as rencontré des artistes. Certains artistes t'invitent, d'autres apprennent avec toi, d'autres t'aident. Parce que ici, tu vois, je viens ici, tu me prêtes ton matos, je ne peux pas me déplacer avec tout mon matos, tu vois. Et quand mes potes ils viennent à Paris, je les aide, je leur trouve un point de chute. Je vous fais des pâtes, et puis tu peux faire une sieste et dormir. Voilà, c'est ça aussi, c'est que c'est une grande famille qui continue à s'agrandir. Certains, je m'en sépare parce qu'ils sont toxiques, et d'autres, je m'enracine avec eux parce qu'ils sont bienveillants avec moi. Mais je pense que on a fait pas mal le tour. J'ai une dernière question qui me semble intéressante parce que c'est quelque chose que j'ai vu évoluer dans ton travail. Ça a été l'arrivée un peu de tes arabesques. On le voit là justement sur le dessin, c'est cette trame que tu fais. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est de plus en plus présent dans ton travail. Je sais pas si tu veux en parler ou pas. Si toi ça te semble intéressant d'en parler, mais c'est quelque chose qui m'intrigue, c'est que je l'ai vu arriver au fur et à mesure. Et voilà, on peut peut-être en parler rapidement. Pour rentrer un peu plus dans le technique et dans le. Oui, mais on peut en parler. Donc, tous les systèmes de spirale, de hachure comme ça que j'ai développé, ça j'étais jeune, hein, c'était lors d'un voyage à Amsterdam, je croquais parce que souvent en voyage, j'ai des cartons, hein, j'ai des cartons de carnets de croquis. Hein. J'ai acheté des petits carnets que je pouvais mettre dans ma poche. Donc, t'attends dans une file d'attente de train ou de musée. Je dessinais beaucoup de gens de dos, c'était marrant. Et j'ai développé ça à Amsterdam, c'était 85 comme ça. Et c'était comme une écriture, c'était un gris optique comme ça. Plutôt que faire des hachures mécaniques comme ça, j'ai commencé à mettre un sens comme ça et c'est devenu une signature. Une écriture comme ça, je le place à la bombe, je le place au Posca, au marqueur Posca, je le place au crayon Bic, parce que j'aime bien le Bic aussi. Voilà, et je joue sur les doubles lectures, c'est-à-dire de loin on voit un visage, et on se rapproche, on voit plein de traits comme ça qui se mélangent. J'aime bien jouer sur la perception en fait, ne pas aller vers le facile. J'aime bien me faire chier, moi, en fait. J'aime bien, mais Non, mais ça te permet aussi de. Aujourd'hui, tu le disais tout à l'heure, on fait tous du portrait, en fait. Ouais, j'ai l'impression que c'est devenu le truc le plus bateau parce que c'est devenu le truc le plus bankable. Il y a une demande aussi. Au fur et à mesure, les gens nous demandent du réalisme. J'en suis le premier responsable, peut-être, tu vois. En tout cas, je fais partie de ça. Moi, je fais du portrait réaliste, et tu te retrouves vite que aujourd'hui, on fait tous nos portraits générés par la même IA, avec le même nuancier de 94, de 94. Enfin, on se retrouve tous à faire un peu la même chose, quoi. Et on est obligé de trouver ce twist pour se démarquer les uns des autres, que ce soit l'utilisation d'une couleur ou peut-être même d'une trame comme ça. Donc, en l'occurrence, toi, c'est ces trucs-là. Moi, c'est cette écriture. Donc, la dernière fois, j'étais invité au 27 Pantin. J'arrive, j'avais que des portraits très colorful comme ça, à l'aspray et tout. Et puis, je vois un mur comme ça avec des buissons. Je dis, écoutez, moi, je veux prendre ce mur-là, tout long comme ça. Vous me rasez en biais comme ça les buissons et je vais pas faire des. Il me dit, ah, tu fais 3 têtes? Non, non. J'ai fait un portrait et j'ai fait Ganvier, une pirogue comme ça, que j'avais déjà faite en couleur sur les murs de l'AFD à Cotonou, en face du port. Et 2 ans après, je peignais au port, donc c'est marrant l'histoire. Et dans les bleus outre-mer, parce que des fois, je veux pas m'enfermer dans ces couleurs très contrastées comme ça. Des fois, j'arrive, et pendant 6 mois, des fois même ça a duré 1 an, je ne peins que en bleu, que en une seule couleur, bleu outre-mer comme ça. Ou en noir, une seule couleur. Une seule couleur, tu peux pas tromper l'ennemi. Hein. Quand tu te trompes, tu te trompes fort. Hein. En noir et blanc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de je noie dans la couleur, je fais de l'effet, quoi. J'essaye de faire différent. Là où il y a trop de portraits et tout, je fais des paysages. Et j'aime bien faire les scénettes aussi. Les scénettes, c'est
camper des persos avec des costumes, des accessoires, des paysages derrière, des petits trucs derrière, un ciel, c'est-à-dire qu'on a un effet 3D derrière. Ça, c'est chaud à faire. Hein. Parce qu'un portrait avec un aplat derrière ou quelques signes, voilà. Mais quand tu fais tu recules la caméra, c'est que, tu vois, là, c'est buste, après c'est plan américain, tu vois, tu recules en pied, en position des jeunes qui traversent une rue à Yaoundé, ville des 7 collines que tu connais, avec des motos qui montent, une cabane derrière, des immeubles modernes, l'ancien, le nouveau, une petite fille en robe de mariée toute sale qui traverse, voilà. Et je fais un quadriptyque, enfin un triptyque plus un, je crois que ça s'appelle. Et t'arrives à le vendre à Cotonou, alors que ça vient du Cameroun. Tu vois, c'est que voilà, quand c'est beau et que ça te touche et que tu fais des scénettes, du coup, voilà, en ce moment, je fais des scénettes. Et c'est quelque chose d'assez difficile. Et des fois, on me dit, ah, mais t'as pas fini, tu reviens demain. La dernière fois, pour les Black Lines, c'est des murs un peu revendicatifs, engagés. J'ai fait une scène qui se passe en Suède où on voit une femme d'origine, comme ça, racisée, comme ça, avec le poing en l'air, qui stoppe une manifestation d'extrême droite de mecs en costume, tête rasée, molosses, avec la police derrière. J'ai fait une scénette. Donc j'ai mis 2 jours, 1 jour et demi à le faire. Les autres, ils ont cliqué ça en une après-midi. Et ils ont tous fait ça en blanc et noir. J'ai dit non, moi je le fais, mais je le fais en bleu. Donc les parutions qu'ils ont fait, ils ont fait ça en nuances de gris, mais ils m'ont dit te fais chier, c'est-à-dire moi je veux bien venir, mais faut que je vais pas changer mon style, voilà, tu vois, je te dis ça et puis ce que je vais faire tout à l'heure, voilà. Ça sera multicolore. Ça sera multicolore et oui, mais c'est une commande, c'est une voilà, commande. Mais faut quand je le dire viens, peut-être voilà. que t'es là, t'es venu à Nice. À Oui. l'occasion, tu vas faire un live painting Voilà, un peu plus tard cet après-midi. D'ailleurs, tout à l'heure, à quelle heure? Parce qu'il commence à se faire tard. Ouais. À quelle heure tu dois dans y une être? demi-heure, 1 heure, je dois faire un live painting, voilà, à Nice. À quelle heure tu dois y être? À 14h. Ouais, dans un quart d'heure, faut qu'on y aille. Ouais, avant juste de conclure, bon, on a bien fait le tour. Juste ton actu et les prochains trucs que tu vas faire, tes projets, et on bâche là-dessus. Mon actu, je pars en Normandie la semaine prochaine. Après, le 10 mars, je vais à la fête de la couleur en Inde. C'est une fête où, au niveau national, on jette des pigments sur les gens. Après, je fais 3 semaines de cours de dessin pour le lycée français de Mumbai, plus une fresque en intérieur. Donc, je vais faire une scénette en Inde que je vais aller shooter là-bas, ou les vaches sacrées. Donc, voilà. Et voilà, pour l'instant, ces 2 derniers mois, il y a ça. Après, il y a des choses dont je ne peux pas parler. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Pour le premier épisode, ça ne pouvait être personne d'autre que toi. Merci beaucoup. Merci à l'arrière parce que big up à Lionel. Gros travail, Lionel. C'est toujours Lionel, de toute façon. De captation, de montage et puis. On espère qu'il y en aura d'autres en tout cas. Bien sûr. On espère que ça vous a plu. Je sais pas où est-ce que je peux dire ça. Et puis une dernière fois peut-être ton Instagram et. Alors mon Instagram c'est ernesto.novo, N-O-V-O. Voilà. Allez. À bientôt. Ciao.